Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Christian Huglot, bonjour. Bonjour également, Alexis Lacroix. Une fois n'est pas coutume, donc dans cette émission politique de Radio J, nous avons deux invités pour le prix d'un, mais c'est normal, car vous êtes tous les deux avocats. Corinne Lepage, vous êtes également femme politique, hein. Vous présidez le parti CAP 21 et vous avez été ministre. Et vous signez tous les deux un livre absolument passionnant qui restitue 50 années de combat en faveur du droit français de l'environnement. Le livre est un livre, on rassure nos lecteurs, tout à fait accessible à des personnes qui ne sont pas familières des problématiques juridiques. Il s'appelle « Nos batailles pour l'environnement ». C'est une sorte de saga, d'épopée du droit de l'environnement, dont vous êtes l'un et l'autre les concepteurs. Et on va commencer par une question de contexte. On apprenait en tout début de semaine que le milliardaire Jeff Bezos s'offrait un petit voyage express vers l'atmosphère. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche et ensuite de la proposition qui est son corollaire de déplacer, dit-il, dans l'espace toutes les industries polluantes? Écoutez, c'est deux questions qui ne sont pas exactement identiques à mon sens. Bon, sur la première, c'est une satisfaction d'ego, c'est très bien, mais quand on voit les milliers de tonnes de carbone que ça représente, on se dit que, très franchement, c'est pas le moment, hein, honnêtement. Et ce sera jamais le moment, et ce sera plus jamais le moment de faire ça. C'est beaucoup trop coûteux. Pour une satisfaction personnelle, très bien, mais ça ne fait pas avancer la recherche scientifique, puisque les fusées, elles vont beaucoup plus loin que là où il est allé lui. C'est vraiment de la satisfaction personnelle. Quant à envoyer les pollutions dans l'espace, d'abord, j'observerai qu'il y en a déjà beaucoup, parce qu'il y a énormément de déchets qui tournent autour de nous, qui ont été mis en orbite, toutes les cochonneries qu'on a envoyées dans l'espace depuis une cinquantaine d'années. Et deuxièmement, c'est évidemment pas une solution. Ça rejoint des propositions dites de l'ingénierie qui voudraient résoudre les problèmes que les humains créent sur Terre par des solutions purement technologiques. Bien sûr qu'on aura besoin de technologie pour nous sortir du guêpier dans lequel nous sommes enfermés, à condition qu'on puisse en sortir, mais ça ne suffira évidemment pas. Et c'est pas ce type de solution-là, dont on ignore totalement les conséquences à moyen et long terme, qui peuvent apparaître comme les bonnes. Alors, on est au cœur d'une question philosophique, au fond, avec ces voyages d'agrément de multimilliardaires, Richard Branson ou Jeff Bezos. Est-ce qu'il y a une tentation démiurgique d'un certain nombre d'hyper riches de quitter la Terre ? Oui, c'est une bonne question, Alexis, et c'est une question que, avec Christian, nous nous posons souvent. C'est que quand on voit les agissements d'un certain nombre de patrons de multinationales qui ont des comportements comme celui-là, ou qui, par cupidité, laissent sur le marché des produits éminemment toxiques, on se demande où ils vivent. On se demande s'ils ont des enfants, s'ils ont des petits-enfants, s'ils se posent la question de leur responsabilité à l'égard de leur propre famille sur les actes qui sont les leurs. Et effectivement, une des réponses à cette question, c'est de se dire que peut-être que ces gens-là pensent qu'eux-mêmes et leurs familles vont échapper aux catastrophes qu'ils génèrent tout simplement en quittant la planète Terre pour aller sur une autre planète, alors que ce soit Mars ou autre chose. Donc il y a quelque chose qui est assez démentiel à mes yeux dans tout ça. On peut peut-être ajouter quelque chose. Christian Huglot. Oui, on peut peut-être ajouter quelque chose. C'est très symbolique de l'approche globale de ce qu'on appelle le bouleversement climatique, qui est ce que j'appellerais la tentative de l'évasion. Et il est assez évident que dans l'espace, et tout ce que l'humanité est capable de faire dans l'espace, c'est un exploit absolument exceptionnel, c'est vrai, mais on ne pourra arriver dans l'espace que si on reste pendant un certain temps les pieds sur terre et dans des conditions équilibrées et de respect des autres et de la nature. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas s'évader sans abandonner la prison. La prison, elle vous suit toujours dans ces conditions-là. Ça, c'était donc votre précision et votre réponse à ce que, en son temps, la philosophe Hannah Arendt appelait la tentation de l'acosmie, c'est-à-dire de se mettre en dehors du monde, d'un certain nombre de turiféraires, de défenseurs de la technique. Alors, on va venir au cœur du sujet, puisque je vous ai invité aussi pour
que nous discutions des thèses que vous développez dans votre nouvel ouvrage, Corinne Lepage et Christian Huguelot. Nos batailles pour l'environnement, c'est passionnant. Ça, c'est le roman, au fond, de deux avocats qui sont non pas des freedom fighters, mais des nature fighters. 50 procès, 50 ans de combat. Vous les avez d'ailleurs menés tous les deux. Vous êtes un couple dans la ville. Vous les avez menés tous les deux, notamment au sein de votre cabinet d'avocats parisien. Vous avez d'ailleurs remporté un certain nombre de procès. On va les évoquer maintenant un petit peu plus en détail. Mais tout de suite, une précision. Il y a des philosophes, par exemple Blandine Kriégel en fait partie, qui ont remis au cœur des questions politiques la question de l'état de droit. En quoi le droit de l'environnement enrichit-il l'état de droit? C'est une très jolie question. Je commence? Oui, bien sûr, oui. C'est une très jolie question. C'est une très jolie question. Nous avons, si vous voulez, la question de la dégradation de l'environnement, de l'utilisation sans frein des ressources, des pollutions diverses et variées, pose en réalité la question de la jungle. Je veux dire que l'absence de règles et de réglementation dans ces domaines-là, c'est la jungle et à terme, c'est la mort. Donc, s'il y a un domaine, me semble-t-il, dans lequel... Pourquoi à terme, pardonnez-moi de vous interrompre, Corinne Lepage, pourquoi à terme, c'est la mort, justement? Eh bien, tout simplement parce que si on laisse les courbes qui sont actuellement en route, si je puis dire, en ce qui concerne tant le climat que la biodiversité, voire même que les pathologies environnementales, je ne sais pas pour combien de temps en a l'humanité, mais une partie d'entre elles n'en réchappera pas. Tout simplement, regardez ce qui s'est passé en l'espace d'une semaine entre l'Allemagne, la Belgique, la Chine et le Canada. C'est une abomination, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés, il y a des gens totalement sans abri, et la température sur la planète ne s'est réchauffée en moyenne que 1,3 degré. Imaginez ce que donne 3 ou 4 degrés. Le corps humain n'est pas fait pour vivre à 50 degrés. C'est pas possible, on ne peut pas vivre à 50 degrés. Or, si on continue comme on est parti, c'est ça qui va se passer. Et pour la biodiversité, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas, si vous voulez, l'écosystème dans lequel nous vivons est un écosystème auquel d'abord nous appartenons, et deuxièmement, qui produit toute une série de services, on appelle les services rendus par la nature, qui ont une valeur économique d'ailleurs bien supérieure à celle du PNB mondial, d'un facteur, alors je n'ai pas revu les chiffres, mais de mémoire entre 7 et 10. Et ce sont ces services-là qui sont également remis en cause par la destruction des espèces. Donc, ce n'est pas seulement un problème éthique, c'est pas seulement un problème de destruction des espèces, c'est aussi un problème de destruction de l'écosystème dans lequel nous vivons. Voilà. Il n'y a plus de pollinisation. Vous m'expliquez comment on fait pour faire de l'agriculture? Alors, il y a peut-être quelque chose à ajouter sur la question. C'est un problème, justement, Christian Huguelot, de coût social en droit public. Dès 1982, l'un d'entre vous, justement, dans une thèse de droit public, avait insisté sur les retombées, les retombées des problèmes environnementaux en matière de coût social en droit public. Là, c'est tout à fait... Non, mais Corinne va en parler. Et moi, j'ajouterai quelque chose après elle. Vas-y d'abord. Oui, c'est ta thèse. Bon, c'est une thèse. Alors, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai déposé, cher Alexis, en 1975. Alors, à l'époque, c'était effectivement un peu surréaliste. Hein. Disons que c'était précurseur. C'était précurseur, Corinne Lepage. Parce qu'il y avait quelques écrits, notamment de Coase, qui est un économiste américain. Il y avait quelques sujets, mais moi, ça me paraissait évident. Et aujourd'hui, on voit bien que la question de l'internalisation des coûts externes est au cœur de tous nos débats. La taxe carbone, ce n'est jamais qu'une internalisation du coût externe du carbone, hein, c'est tout. Donc, le sujet, il est vraiment au cœur de nos débats contemporains. Et tant qu'on ne sera pas capable de calculer juste, c'est-à-dire d'avoir je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très très longtemps, on parlait de la vérité économique des prix quand on avait encore des prix réglementés. Aujourd'hui, on a besoin d'une vérité écologique des prix, c'est-à-dire que si les objets, les produits que nous achetons ne reflètent pas le coût écologique qu'ils ont, eh bien, nous n'arriverons jamais à nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, il y a peut-être quelque chose à ajouter sur la question de droit
que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la relation entre l'état de droit et l'état du droit, si j'ose dire. Remarquons quelque chose ensemble qui est très simple, c'est que le droit de l'environnement, tel que nous l'avons raconté, et ça s'est passé de façon identique dans d'autres pays, c'est toujours développé dans des États démocratiques. Il y a un rapport étroit entre le droit de l'environnement, tel qu'il était conçu et construit, avec l'information du public, la participation du public. C'est ce qu'on peut appeler une sorte de mobilisation de la société. On peut dire, Christian Huguelot, on peut dire pour résumer, Christian Huguelot, parce que ça c'est passionnant, c'est au cœur du sujet. Les dictatures, les régimes autoritaires, les démocratures, comme on dit aujourd'hui, les régimes illibéraux et plus largement tyranniques, n'ont que faire du droit de l'environnement et de la protection de la biosphère. Absolument. Et c'est quoi? Il faut dire aussi au passage, il ne s'agit pas de faire de l'autosatisfaction, mais le droit de l'environnement qui est né en Europe, qui est né à partir des grands procès, grâce à des juges indépendants d'ailleurs, effectivement, qui sont relativement indépendants. Il ne faut pas pleurer sur ce genre de concept. Les juges sont relativement indépendants. Ils ont accueilli effectivement la société civile et après ça, les parlements ont suivi et ont embrayé en quelque sorte. Et donc, c'est tout un mouvement social qui est canalisé, qui a une vocation internationale, parce que le droit de l'environnement, c'est pas autre chose. Comme le disait Corinne à sa façon tout à l'heure, le droit du patrimoine commun de l'humanité. Quand on travaille pour le droit de l'environnement en Belgique, en Allemagne, en France ou aux États-Unis, on travaille pour la planète tout entière. Je crois que c'est ça qui est... Vous avez les deux choses. Vous avez le respect des citoyens et l'avenir du monde. Les deux choses marchent directement ensemble. Et c'est pour ça corrélés. Alors nous sommes, Corinne Lepage et Christian Huguelot, nous sommes ensemble sur Radio J ce vendredi matin. Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 ans de combat chez Actes Sud, c'est votre livre événement. Vous y racontez justement la longue marche de 2 avocats français pour fonder le droit français de l'environnement. 1978, c'était... Ça me rajeunit, moi, considérablement. 1978, c'était le naufrage de l'Amoco Cadiz. C'était en mars, je crois. Ça a été un tournant, justement, à la fois dans la prise de conscience du fait que la mer et les océans sont les principales victimes des pollutions humaines. Et ça a été aussi une grande avancée dans la législation pour la protection de l'environnement. Oui, Corinne là, Alexis, Christian Huguelot. Oui, vous touchez quelque chose d'essentiel, c'est de remarquer que de façon très symbolique, le droit de l'environnement a commencé par s'attaquer au problème de la pollution des mers. C'est-à-dire, en fait, ce qui est la vie aussi, que Corinne l'a dit d'une autre façon, mais les mers, c'est la vie. Et effectivement, la réaction a été très grande. Et les progrès, d'ailleurs, dans l'affaire de l'Amoco Cadiz, qui est une nation absolue contre les multinationales américaines, ont réussi à faire juger et à pousser ce que l'on appelle la responsabilité des grandes maisons mères pour les filiales. Et là, ça veut dire qu'au point de vue de la responsabilité du fait de la pollution, personne n'est à l'abri. Le procès Amoco Cadiz a fait, comme on dit, jurisprudence aux États-Unis. Voilà, vous écrivez dans votre livre, d'ailleurs, Christian Huguelot, l'affaire de l'Amoco Cadiz a eu une grande influence sur la réforme du code pénal français de 1994. Vous pouvez nous dire justement ce que ça a généré comme transformation? C'est très simple. C'est très simple, c'est-à-dire qu'en 1994, on a affirmé dans le code pénal non pas la responsabilité des personnes physiques en tant que dirigeants, mais des entreprises. Et l'idée du ministère de la Justice, c'est de dire s'il fallait recommencer le procès de l'Amoco Cadiz, eh bien, on se serait débrouillé effectivement pour inculper les maisons responsables, les grandes puissances financières et économiques responsables. Ceci étant, c'est très satisfaisant au point de vue de la répression vis-à-vis de tout le monde, mais dans l'efficacité juridique, aller rechercher une personne pénalement responsable pour obtenir des dommages et intérêts civils aux États-Unis, bonjour. Donc il fallait attaquer, enfin je dis ça au passage, il fallait attaquer directement. C'est ce que nous avons fait. Et c'est vraiment une des clés du droit de l'environnement. Il y a d'autres clés aussi qui sont le dommage écologique et où l'étude d'impact encore.
Alors, on va évoquer aussi, on va sauter les pollutions fluviales parce que dans une émission, dans les formats des émissions, forcément le temps nous est un peu compté. Donc, je veux qu'on aille droit au but, comme on dit à Marseille. On va essayer donc d'évoquer une des questions sur lesquelles vous avez bâti une grande partie de votre notoriété médiatique, qui est la question du nucléaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, je m'adresse prioritairement à Corinne Lepage. Vous êtes au fond une passionnariat déterminée et solitaire de la lutte contre l'État nucléaire français. Alors certains, on va tout de suite en faire litière, certains vous reprochent un parti pris anti-atome systématique. Qu'est-ce que vous leur répondez d'abord ? Non, je ne suis pas anti-atome systématique. Je dirais que j'ai évolué. Lorsque j'ai commencé en 1977, donc c'est quand même très vieux, avec la centrale nucléaire de Flamanville. Là aussi, signe de votre constance dans les combats. Hein. Bon, c'était, si vous voulez, j'allais dire, tout simplement appliquer la règle de droit. Le nucléaire n'avait pas, à mes yeux, à ne pas respecter le droit tel qu'il existait à l'époque. Et donc, pour toutes les centrales nucléaires, on a essayé de faire appliquer le droit. On a souvent gagné au tribunal administratif, régulièrement perdu au Conseil d'État. Sauf pour 2 couloirs de ligne à très haute tension, on a gagné pour le Verdon et puis le Val-Louron. Alors, faut dire un mot sur ces couloirs de ligne à haute tension. C'est ces grands couloirs de ligne à 400 000 volts. Voilà, mais sont ce qu'on appelle ils ne sont pas seulement pas jolis pour l'environnement, ils génèrent des pollutions en termes d'ondes électromagnétiques qui sont vraisemblablement cancérigènes pour les habitants et pour les animaux alentours. Absolument, mais ça a été classé comme probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer il y a maintenant un petit paquet d'années. Et il a fallu attendre les années 2000 pour que le Conseil d'État reconnaisse qu'effectivement, il y avait un problème de santé publique. Si le projet a été annulé pour le Verdon, c'est parce que c'était un site tellement remarquable et magnifique qu'y coller des couloirs de ligne à très haute tension était une aberration. Creil-Malville, on a gagné sur la déclaration d'utilité publique, 3 fois d'ailleurs, parce que c'est un projet qui technologiquement tenait pas bien la route. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ma position a évolué par rapport à ce moment-là pour des raisons qui sont autres, qui sont liées d'une part à ce que j'ai pu voir tant en Russie et surtout du reste en Ukraine avec les conséquences de Tchernobyl et au Japon avec Fukushima, qu'une analyse simplement économique et financière des données actuelles du nucléaire qui m'apparaissent être une hérésie totale. C'est-à-dire que nous assistons à une baisse drastique du prix de revient des énergies renouvelables. On est, alors selon les pays, chez nous, c'est disons 5-6 centimes du kilowattheure pour l'éolien ou le solaire. Dans des pays beaucoup plus ensoleillés, on va tomber à 2 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire quasiment le prix du charbon. Alors que le nucléaire, aujourd'hui, le vieux nucléaire, si je puis dire, est à peu près du même ordre, et encore sans inclure tous les coûts liés au démantèlement, et le nouveau nucléaire, celui des EPR, est 2 fois plus cher. C'est-à-dire on voudrait nous embarquer dans un système dans lequel nous allons avoir en France une énergie qui va être 2 fois plus chère pour nos concitoyens et pour nos industries que l'énergie des autres. C'est pas possible, c'est absurde. Alors, il y a une question que se posent certains de nos auditeurs, quelles que soient leurs opinions concernant le choix français du développement de l'autonomie énergétique et stratégique via l'atome. Est-ce que les centrales françaises, Fessenheim comprises, sont des centrales aujourd'hui suffisamment sûres pour éviter un accident nucléaire ? Écoutez, il a fallu attendre les suites de Fukushima pour que l'autorité de sûreté nucléaire reconnaisse qu'un accident en France était possible. Parce que jusque-là, on était dans le déni. On considérait qu'il ne pouvait pas y avoir d'accident nucléaire en France. C'est malheureusement pas vrai. Et statistiquement, par-dessus le marché, vu le nombre de centrales que nous avons sur un territoire qui est relativement modeste à l'échelle de la planète, il y a en plus statistiquement des chances que ça arrive chez nous s'il y a un nouvel accident. Bon, ceci étant, on a une autorité de sûreté nucléaire qui essaye de faire son travail comme elle le peut, ce qui explique qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires qui soient à l'arrêt.
pour toute une série de raisons. Et je vois deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la vétusté. Nos centrales ont été construites pour durer 30 ans. Elles ont aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, largement dépassé 40, vont dépasser 50, avec du béton, avec un système tout simplement d'une structure qui n'a pas été faite pour durer aussi longtemps. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est celui de la sécheresse. C'est-à-dire que le manque d'eau ne permet plus, à certaines périodes de l'année, de refroidir des manières correctes nos centrales nucléaires. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entre elles ont été mises à l'arrêt l'année dernière. Et puis je verrai un troisième problème, Rapidement. qui est celui du terrorisme, tout simplement. C'est-à-dire que nos centrales n'ont pas été conçues pour résister à un avion, à un Cessna, oui, mais un avion de ligne, non. Et nous avons un point de faiblesse bien connu, je peux le dire publiquement parce que c'est vraiment qui est la parfaitement Hague, connu, désormais. qui sont les piscines de déchets radioactifs qui n'ont quasiment aucune protection. Alors, face au pouvoir, c'est un des chapitres de votre livre passionnant, Nos batailles pour l'environnement. Corinne Lepage, Christian Huglot, nous sommes ensemble à Radio J ce matin. Vous écrivez, vous rappelez que les années de la fin du XXe siècle, le tournant du XXIe siècle, sont marquées par une montée en puissance de l'économie néolibérale, bien sûr, mais aussi des multinationales. Et donc, une partie de votre combat d'avocat, à tous les deux, va se faire contre, j'allais dire, l'impunité juridique des multinationales. Il y a une question que vous effleurez, mais elle n'est pas développée. Il y a la technologie aujourd'hui de la téléphonie mobile, de la 5G. La France donc est en train de passer massivement à la 5G. Est-ce qu'il y a un champ d'intervention juridique sur les retombées environnementales et biologiques non prévues de cette technologie, d'après vous? Ça pourra venir. Je pense que les rapports de nos expertises publiques sont, je dirais, rassurants. Mais on n'a pas du tout le recul. Et si vous voulez, sur la 5G, personnellement... On n'a pas le recul, mais l'actuel... Le président a dit que c'était des amiches, je sais, qui ne voulaient pas du président progrès. de la République, avec le talent qui est le sien, Emmanuel Macron, a recouru au combat des modernes contre les anciens pour ridiculiser tous ceux qui, dans la gauche française, mettent en cause l'application sans réserve de la technologie 5G dans les environnements urbains, par exemple. Écoutez, moi je demande à voir sur la durée. Autant je pense que la 5G est très importante et qu'il faut la développer pour un certain nombre de technologies, par exemple les technologies médicales, où elle apporte énormément, sur un certain nombre de technologies industrielles. Autant je considère, mais peut-être ai-je tort, que nous, consommateurs, franchement, on n'a pas besoin de la 5G. Que déjà, si tous nos concitoyens pouvaient avoir accès à la fibre, vous voyez, ce serait déjà vachement bien, parce que c'est pas le cas. Alors, un élu de la République, pour ironiser sur les propos du président de la République, avait dit oui, en gros, la 5G, c'est pour regarder du porno dans un ascenseur. Vous partagez cette vision des choses? Peut-être pas sous cette forme-là, c'est pas l'expression peut-être que j'aurais choisie, mais je ne suis pas du tout éloignée de cela. Autrement dit, quand on a des nouvelles technologies, courir un risque, pour moi, est admissible s'il y a un avantage social. Autrement dit, si le risque... Les risques de la 5G, c'est quoi concrètement? Les risques de la 5G, d'abord, il y a une consommation énergétique démentielle. Ça, c'est absolument indéniable. Donc, au moment où on essaye tous de serrer les boulons sur les émissions de gaz à effet de serre, voilà une technologie qui, elle, desserre les boulons massivement. Deuxièmement, la connaissance que nous avons des effets des ondes électromagnétiques n'est pas encore totalement, et évidemment pas, n'est pas du tout figée. Par exemple, il y a quelques années, on a parlé de l'électrosensibilité. Beaucoup ont dit que c'était du pipeau, que c'était des gens qui avaient des problèmes psychosomatiques divers et variés. Et puis l'ANSES a bien été obligé de reconnaître il n'y a pas très longtemps qu'effectivement, la pathologie électrosensibilité, elle existait. C'était une réalité, mais qu'on ne savait pas l'expliquer. Bon, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on saura probablement l'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Regardez toute l'évolution de la chimie. On parlait de la radioactivité. Au début du siècle, on faisait de la pub pour utiliser de l'eau radioactive ou des crèmes radioactives pour la peau.
parce qu'on pensait que c'était vachement bien. Ben, vous voyez à peu près où on en est aujourd'hui et personne ne s'amuse à dire qu'il faut utiliser des crèmes avec des produits radioactifs dedans sauf pour Voilà. briller. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Voilà. Donc je veux dire, il faut laisser la place au progrès des connaissances avant de considérer que l'humanité tout entière est un cobaye. Donc, vous suggérez fortement, Corinne Lepage, on va en terminer par là, cette émission passionnante, qu'on se précipite peut-être un peu à faire comme les Américains, à faire comme les Suisses, alors qu'on n'a pas de recul technoscientifique sur les effets sur les organismes des mammifères. Je pense qu'il faut être raisonnable, je suis d'accord avec ça, il faut être raisonnable, là où ça apporte vraiment quelque chose, le faire, mais généraliser alors qu'on n'a pas encore le recul suffisant, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Merci c'est d'avoir fait encore un tour. rien par rapport à ce qui nous attend. Christian Huglot, très rapidement. C'est rien par rapport à ce qui nous attend. On parle du droit de l'environnement des années 80, 90, etc., c'est-à-dire dans les conditions de qualité de vie. Et là, nous sommes, comme le disait Corinne tout à l'heure, dans des conditions de protection de la vie à proprement parler. Et le droit de l'environnement n'est plus un droit superficiel, c'est un droit essentiel et fondamental. Voilà, et c'est ça qu'on a essayé de construire à travers le Vous parlez d'or ce matin à Radio J. Pardonnez-moi de vous interrompre. Nos batailles pour l'environnement, 50 ans de combat, 50 ans de procès, c'est vraiment le roman de 2 avocats aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir fait un tour par Radio J, c'était passionnant, trop court à mes yeux, Merci. et un très joyeux Shabbat à tous. Merci.